on veut parler des tendances dans le marché de la rémunération des dirigeants. Ce à quoi on assiste depuis un certain nombre d'années, c'est une évolution en ce qui a trait à l'intéressement à long terme. Alors, l'intéressement à long terme, c'est la partie normalement qui était fondée ou basée sur des actions. Dans le passé, c'était surtout des options d'achat d'actions, à quoi on avait affaire dans le marché. Et notamment à cause de l'évolution du marché, de la préoccupation d'investisseurs quant à la dilution. La dilution, essentiellement, c'est que si on octroie des options, que les gens les exercent, ils vont acheter des actions. Quand ils exercent des actions, c'est-à-dire quand ils possèdent des actions, à ce moment-là, ce sont des actions additionnelles. Donc, si on faisait 100 $ de profit, puis c'était divisé en 100 actions, ça faisait $1 de profit par action. Si on émet 10 nouvelles actions suite à l'exercice ou à l'émission d'actions suite à une levée d'options, on va se retrouver avec 110 actions. Donc, le même 100 $ est divisé en 110 actions. Ça donne maintenant 90 cents de profit par action. Donc, c'est moins rentable. Alors donc, il y a eu cette dimension-là qui a préoccupé les investisseurs institutionnels, notamment, mais le marché en général, sur cette dilution qui était exagérée. Dans les années 90, il y a des organisations qui réservaient jusqu'à 20-25% et même 30% de leur capital action pour l'émission d'options, ce qui faisait des dilutions insoutenables. Alors, on s'est en allé de plus en plus vers des mécanismes qu'on appelle des unités d'action, qu'elles soient restreintes, différées, performances. Il y a toutes sortes de noms, mais essentiellement, ce sont des arrangements de bonification à plus long terme. Et ces choses-là sont normalement payées après 3 ans, mais dans certains cas, vont être payées après plus d'années. Des fois, ça peut aller jusqu'à la retraite. Et donc, il y a eu un changement qui s'est fait. Puis il y a des organisations qui ont évolué et qui ont passé de 100% de leur intéressement à long terme en options vers jusqu'à 100% en unité, donc ces formes de bonification-là. Un qui vient à l'esprit, c'est plutôt une compagnie publique. Si vous allez regarder dans leur circulaire de direction, c'est un document qui est accessible à tout le monde, vous allez voir, si vous retournez un certain nombre d'années dans le passé, tout leur intéressement à long terme était constitué d'options d'achat d'actions. Puis c'était correct parce que les gens avaient été avec l'organisation pas mal plus longtemps, étaient là depuis longtemps. Et comme Saputo, c'est une action qui monte par palier, l'action peut rester relativement au même niveau, au même prix pendant un certain nombre d'années, puis d'un coup, elle peut prendre une augmentation de 50-60%, doubler. Alors, quand on est des employés de longue date, puis on a vécu ce processus-là, ben ça nous dérange pas tellement le fait que l'action ne bouge pas tellement, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va finir par monter, puis donc ça va être rentable pour ces gens-là. Mais quand on a affaire à des gens qui sont plus jeunes, qui ont des besoins économiques plus réguliers ou qui ont besoin d'entrée de fonds plus périodiques, ben, les options d'achat d'actions, avec dans certains cas la patience que ça demandait, faisait moins l'affaire au niveau de la rétention. Parce que les gens, ils disaient, ben là, ça vaut pas grand-chose, donc je peux m'en aller ailleurs. Alors, l'effet de rétention était moins là. En utilisant des régimes qui sont des formes de bonification, là, des unités d'action, ça, c'est quelque chose qui est égal à la pleine valeur de l'action, qui est payable après 3 ans, par exemple. Alors, je sais tout de suite, demain matin, que si je quitte et que l'action de Saputo vaut 45 $, ben, je sais que si j'ai eu 1000 unités d'action et je démissionne, ben, je laisse sur la table 1000 fois 50 $ plus ou moins l'appréciation. Et même si l'action ne prend pas de valeur, puis si j'ai rencontré les critères de performance, je vais encaisser ce 1000 fois mettons 50 $ ou 60 $, quelque chose comme ça. Donc, j'ai un coût d'opportunité immédiat. Et Saputo, comme je disais tantôt, est passé de 100% d'options à, initialement, ils ont mis 30% de leur intéressement à long terme en unité d'action, 70% en options. Et aujourd'hui, c'est rendu, le balancier est changé. Ils sont rendus à 60 ou 70% de leur intéressement à long terme en unité d'action, puis seulement 30 ou 40% en options. Et ça, c'est une tendance lourde dans le marché qu'on observe à peu près partout. Une deuxième tendance que vous allez constater, mais surtout dans les organisations qui sont inscrites en bourse,
c'est ce qu'on appelle des règles de détention d'action. Règles de détention d'action, ce que ça veut dire, c'est que l'employé, au cours d'une certaine période, normalement c'est 5 ans, doit acquérir, posséder des actions de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'avoir une opportunité de gain, un potentiel de gain comme les actionnaires, mais il y a un risque de perte quand on détient des actions en propre. Alors, on lui demande d'acquérir 1 fois, 2 fois, 3 fois, des fois 5 fois son salaire pour les PDG en actions de la compagnie. Ça se voit normalement dans les compagnies qui sont inscrites en bourse et qui sont détenues par le grand public. Moins dans les compagnies contrôlées et très peu souvent dans les compagnies privées. Alors donc, ça, c'est une deuxième tendance. Troisième tendance, c'est le phénomène de la conversion des régimes de retraite à prestations déterminées, qui sont prestations déterminées, là, c'est une formule genre l'entreprise garantit 2% du salaire multiplié par le nombre d'années de service. Donc, si j'ai été 30 ans dans l'organisation, j'ai 60% de mon salaire qui va m'être versé à ma retraite. Il y a des coûts très importants à ces régimes-là, notamment parce que les taux d'intérêt sont bas dans le marché, ce qui fait que les coûts de constitution de ces régimes-là ont explosé. La grosse tendance à laquelle on a assisté ces dernières années, c'est que les organisations vont souvent dire, bon, à partir de maintenant, on va convertir pour les nouveaux employés, vous n'aurez plus de régime à prestations déterminées, vous allez avoir un régime à cotisation déterminée. Cotisation déterminée, c'est un régime d'accumulation de capital, un petit peu comme, mettons, un REER. Alors, vous accumulez de l'argent, puis avec les rendements que ça génère, à la fin de votre carrière, ou quand vous prenez votre retraite, on utilise ces sommes-là pour vivre ou acheter une rente. Donc, il y a eu un gros mouvement qui a amené les entreprises à arrêter ou à fermer l'admissibilité au régime à prestations déterminées et ça s'en va vers les régimes à cotisation déterminée. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui vaut beaucoup moins cher que l'autre, c'est la cotisation déterminée. Et ce que ça fait, c'est que dans certains cas, ça va faire 2 classes de citoyens. Donc, il y en a un qui a une grosse rente payée par l'employeur et dont l'employeur est responsable. La deuxième, il y a un régime d'accumulation de capital qui vaut beaucoup moins cher. Alors, donc, ça peut créer des problèmes d'équité interne. Ce qu'on voit depuis un petit peu plus récemment, là, ou depuis tout récemment, c'est qu'il y a des entreprises qui vont faire le choix de maintenir le régime à prestations déterminées, mais ils vont rééquilibrer les contributions de la part de l'employeur et de l'employé. Donc, le partage des coûts va être plus égal. Et à ce moment-là, ça nous coûte plus cher comme employé, mais j'ai le bénéfice d'avoir une rente qui représente un pourcentage de mon salaire, donc c'est nettement plus intéressant. Alors ça, c'est une tendance, là, puis je pense qu'on va assister à beaucoup de ces situations-là. Comme il y a un rééquilibrage qui se fait dans la fonction publique, ça va se faire aussi dans le privé. Finalement, dans les tendances, il y a certains investisseurs institutionnels ou fonds de placement qui vont regarder la rémunération des dirigeants et ils vont vous dire, écoutez, là, maintenant, là, on parlait de dilution, donc c'était le nombre d'actions qui étaient émises, qui diluait l'actionnariat, et on va regarder la rémunération non pas seulement en fonction de la dilution, parce que avec l'arrivée des régimes d'intéressement à long terme en unité, payables comptant, sans dilution, tout d'un coup, la dilution est moins un problème que ce que c'était. Mais là, ils vont vous parler de dilution économique. Ça veut dire la dilution économique, c'est essentiellement la partie des profits de l'entreprise qui est utilisée pour payer nos dirigeants. Pas simplement ce qui vient des actions, mais ce qui vient des actions et aussi des régimes d'intéressement à long terme qui sont payables en espèces, comme toutes les formes de bonification, d'unité, etc. Alors donc, ça, c'est une pratique ou c'est une tendance émergente, mais je pense qu'au cours des prochaines années, on va y accorder de plus en plus d'importance.